au Cameroun, à travers tous ces actes où les droits de l'homme sont systématiquement violés, où des citoyens, pour avoir fait des dénonciations et effectué des marches pacifiques, depuis 5 ans, se retrouvent en prison. Je pense à Pascal Zamboué, Bibou Nissa, Fogué, beaucoup de leurs camarades, mais aussi nos compatriotes anglophones, qui sont encore en prison, dont certains n'ont pas encore été jugés. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Vous posez la question de savoir des actes d'apaisement. Je l'ai dit tantôt, d'abord il faut respecter la loi. Que les autorités administratives respectent la loi. En ce qui concerne les partis politiques, en ce qui concerne les associations, en ce qui concerne le fonctionnement normal de la presse. Parce qu'il y a quelques temps, quelques semaines, un média de la place, STV, pour le citer, il y a une émission de STV qui a été assiégée. L'immeuble a été assiégé par un sous-préfet et des policiers pour empêcher la tenue d'une émission. Alors que c'est interdit par la loi. Les lieux de production des émissions ne doivent pas faire l'objet de sièges des forces de police ou de la gendarmerie. La loi a été violée dans ce cadre. Comment voulez-vous que le Cameroun soit considéré comme un état de droit lorsque les médias ne peuvent pas exercer normalement leur métier? Ou des exemples comme celui que je viens de vous citer montrent que nous sommes en train de plonger dans l'abîme. Nous reculons plus de 50 ans en arrière. Je dis bien plus de 50 ans en arrière. Et je voudrais dire ici que parmi les gestes d'apaisement qu'il convient de faire de la part du gouvernement, il faut libérer systématiquement tous nos compatriotes anglophones qui ont été interpellés de manière injuste dans la crise anglophone. Il faut libérer tous les militants du MNC qui ont été injustement, arbitrairement arrêtés, jugés devant les tribunaux militaires pour des motifs qui n'ont rien à voir avec la réalité. Insurrection, révolution. Mais ma foi, dans quel pays nous trouvons-nous? Sommes-nous encore dans un état de droit où des marches pacifiques sont jugées devant des tribunaux militaires? Et si ça continue ainsi, moi je voudrais vous dire une chose. Il ne peut pas avoir la paix dans l'injustice. Il ne peut pas avoir la paix dans le déni de justice. Il ne peut pas avoir la paix lorsque ceux qui sont censés protéger les citoyens et leurs biens sont ceux-là même qui créent les conditions de l'impossibilité pour la paix. Une paix réelle et durable de s'établir et permettre aux citoyens de vaquer normalement à leurs occupations et d'aller vers une élection qui était censée être crédible. Je dis une élection présidentielle qui était censée être crédible, et transparente et régulière. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour que l'élection présidentielle d'octobre 2021 soit crédible, transparente et régulière. On peut comprendre ce qu'on appelle par pression. Je pose la question parce qu'on le voit sur d'autres cieux. Dans d'autres pays, les membres du Conseil constitutionnel sont considérés comme des sages. Et je me souviens encore de cette maxime. Le premier impératif déontologique d'un membre du Conseil constitutionnel, c'est d'oublier celui qui l'a nommé. C'est de ne rien devoir à personne. C'est de statuer toujours en droit, en opportunité jamais, et ne pas faire fi de ses ambitions, de ses croyances, etc. Et c'est ce que, il me semble, le doyen Vidal appelait le devoir d'ingratitude. Tout à fait, le devoir d'ingratitude du doyen Georges Vidal. En fait, ce que je vais vous dire, il faut qu'on se comprenne bien. Je ne voulais pas vraiment parler de ça sur ce plateau, mais c'est très important. Il faut que le Cameroun le sache. Vous savez, ce qu'on appelle Conseil constitutionnel n'est pas une juridiction. Le Conseil constitutionnel n'est pas une juridiction. C'est une instance compétente, entre autres, en matière électorale, notamment dans le cadre de l'élection présidentielle, dans le cadre des élections parlementaires, dans le cadre des élections référendaires, à réguler le jeu, à veiller
à la régularité du processus électoral. Mais ce n'est pas une juridiction. Ce qui est une juridiction, c'est une cour constitutionnelle. C'est pour ça que pour nous autres, nous pensons qu'il y a une nécessité absolue aujourd'hui, si nous voulons véritablement consolider la démocratie dans notre pays, d'ériger cette instance en une véritable cour constitutionnelle. Je dois vous dire en passant que sur le continent africain, il n'y a que 15 pays sur 54 qui ont des cours constitutionnelles. Parce que c'est la Cour constitutionnelle qui est la vraie juridiction en matière électorale. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel. Donc le Conseil constitutionnel subit toutes les pressions. Parce qu'en réalité, le Conseil constitutionnel s'inscrit dans une posture politico-administrative, pratiquement comme élégant. C'est pour ça que quand nous observons, on a l'impression que le ministre de l'administration territoriale continue à occuper une place de choix. C'est l'acteur principal. Oui, mais le Conseil constitutionnel, même en France, on a copié sur le modèle français. Voilà, c'est un Conseil constitutionnel. Et on n'a pas le sentiment que ces sages-là subissent les mêmes pressions qu'on le voit sur eux. Peut-être l'environnement n'est pas le même. Oui. Mais moi, ce que j'ai de problème dans cette situation, avant d'évoluer, c'est que j'ai le privilège de côtoyer quelqu'un. Un aîné qui malheureusement a quitté la scène le 27 avril 2003 dans un accident de circulation. C'est quelqu'un qui a eu à collaborer dans le cadre de l'élaboration de cette loi de 2004. Parce que vous voyez que c'est une loi de 2004. Ce monsieur a travaillé, c'est un grand professeur d'université, donc je peux faire tel le nom ici, qui n'est plus avec nous. Gabriel Lep. Hein? Non, moi je ne donne pas le nom des contemporains. Qui a travaillé. Ce qui était curieux dans cette affaire, c'est qu'en fait, on a pratiquement fait le copier-coller. On a porté la loi sur le Conseil constitutionnel en France, on a transposé au Cameroun, sans tenir compte de nos réelles réalités. Mais ce que je veux vous dire, je vous donne la liste des 15 pays africains qui ont des cours constitutionnels. Il faut qu'on se comprenne. Lorsque vous prenez les 15, il y a l'Égypte, il y a la Tunisie, il y a le Maroc, il y a l'Algérie, ça fait 4 pays maghrébins. En Afrique centrale, il y a le Gabon. Le Gabon. Il y a la République centrafricaine, il y a la RDC, il y a le Burundi. Vous ajoutez à cela l'Afrique du Sud et Madagascar, auquel vous ajoutez le Kenya et l'Éthiopie, et 3 pays d'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Togo et le Bénin. Voilà les 15 pays qu'ont la Cour constitutionnelle. Et je dois le dire ici, c'est la Cour constitutionnelle qui a une juridiction avec un réel pouvoir inquisitorial. La Cour constitutionnelle peut aller investiguer, même à l'intérieur des partis politiques. Ceux qui disent par exemple que le Conseil constitutionnel ne doit pas aller au-delà, c'est vrai. En tant que Conseil constitutionnel, ce n'est pas une juridiction. C'est pour ça que le ministre de l'administration territoriale continue à exercer la pression sur cette instance électorale qui en réalité ne nous permet pas d'avancer sur le terrain de la démocratie. Très bien. Avant de dire en un mot, je vais d'abord établir certaines choses. Parce que cette émission, c'est aussi pour éduquer. Le communicant du RDPC a dit tout à l'heure que comme un acte signé d'un préfet n'est pas un acte officiel. Il a dit que l'acte officiel, c'est seulement ce que dit le porte-parole du gouvernement. Nous avons parlé de communication gouvernementale. Non, je dis bien, Voilà. vous avez dit que ce n'était pas officiel. Information. Voilà, qu'il n'y a pas eu d'arrestation, que ce n'est pas encore officiel. Alors si un préfet, si vous estimez que l'acte d'un préfet ou l'information officielle, avec le sceau de l'État, la signature d'un préfet, que cet acte-là... Quels sont les motifs de l'arrestation? Qui Qui sont les arrêtés? Que dit le préfet? Je dis bien, si cet acte-là n'est pas officiel, je crois que ça devient autre chose. Ce n'est pas ce que nous avons étudié à l'école. Deuxième chose que je voulais également dire, il ne faut pas, vous avez parlé tout à l'heure, jusqu'à dire qu'on pleurait et tout, je suis resté pacifique. Ok. Donc je disais tantôt que... Vous êtes incapable de donner le contenu de l'acte du préfet. C'est ce que je voulais que les téléspectateurs comprennent. J'ai dit bien ceci. L'acte a été signé du préfet avec les noms de ceux qui ont été arrêtés. Je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Et je précise également... Nana, attendez qu'il développe. Lorsqu'il aura fini, vous avez un tour de parole. Il ne vous a pas interrompu quand vous avez expliqué. Je vous ai tout à l'heure. Ça risque de dégénérer et après ça donne le sentiment qu'on est dans la cour du roi Péto. Allez-y, terminez. Voilà, deuxième chose que je voulais également préciser, c'est que il ne faut pas confondre les actes purement politiques aux actes insurrectionnels. Il faut
se poser la question de savoir quelle est la source du slogan « No Make Error ». La source du slogan, c'est en fait la réponse aux manigances explicites qui visait à disqualifier Maurice Kamto. Je l'ai précisé tout à l'heure que cette disqualification était annoncée avant même que Maurice Kamto ne fasse le choix du dépôt de sa candidature. Et c'était donc une réponse politique, ce qu'on appelle une pression politique sur les décideurs. Et la pression politique, ce n'est pas de l'insurrection. Qu'est-ce que le maintien de l'ordre fait? Le maintien de l'ordre prend acte de la pression et attend donc voir la matérialisation avant de réagir. Et le maintien de l'ordre, vous avez lu tout à l'heure un extrait du Minat où il disait que le maintien de l'ordre, c'est le moulinex. Moi, je n'ai pas étudié ça à l'école. Le maintien de l'ordre, c'est l'encadrement de la liberté de manifestation. Et comme je l'ai précisé, on utilise la force qu'en cas de débordement, même si c'est une manifestation illégale. Il fallait apporter cette précision. Maintenant, par rapport à la convocation des corps sociaux, des corps politiques à la présidence de la République, il faut, pour mieux comprendre la gêne d'un certain nombre de Camerounais, il faut se poser une question simple. Au nom de quoi et au nom de qui le ministre Ngongo reçoit les délégations à la présidence de la République? En tant que représentant de notre président, chef de l'État, Paul Biya, ou au nom du président national d'un parti politique, candidat comme les 11 autres candidats. Alors, si vous dites, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, que c'est en tant que président de quoi? D'un conseil de lié. Ça veut dire qu'en tant que représentant du candidat Paul Biya, ça devient inquiétant. D'abord, il utilise notre présidence de la République pour régler les affaires internes au RDPC, qui est une association privée, pour reprendre l'avocat de l'ECAM au Conseil constitutionnel. Alors, à partir de là, on se rend compte qu'il y a une certaine filouterie. Certaine filouterie dans la mesure où, au niveau de l'opinion, on veut faire croire qu'on a affaire à l'institutionnel, le représentant d'une institution, pourtant on a plutôt affaire au représentant d'un candidat ou d'une association privée. À ce moment précis, pour faire des choses simples, si on accepte donc que les évêques répondent, les chefs traditionnels répondent à une invitation d'un parti politique ou d'un représentant d'un candidat, est-ce qu'on accepterait aussi que les 11 autres candidats puissent convoquer les évêques, même si ce n'est pas dans les locaux d'une institution? Parce qu'en période de campagne électorale, si vous êtes président candidat, alors, dans le cadre des activités liées à votre candidature, vous êtes traité de manière égale, équitable. Il n'y a pas d'un poids, deux mesures. Si Paul Biya est candidat, il doit gérer les histoires liées à sa candidature à l'extérieur de notre institution, qu'on appelle la présidence de la République. Et deuxièmement, il ne doit pas utiliser les ressources de l'État dans le cadre de ses activités, y compris les ressources humaines. Alors, le problème de l'opinion se situe donc au niveau de l'allégeance faite non pas aux représentants d'une institution qu'on appelle le secrétaire général de la présidence de la République, mais à un représentant d'un candidat. Alors, on est tout simplement dans une opération de propagande électorale qui puise dans ce que les ogres dominants des régimes éternitaires ont toujours fait, à savoir l'assimilation des élites. Très bien. On a un professeur qui nous a donné politique comparée, qui nous faisait savoir que une fois la présidente de la République, les représentants de la communauté internationale étaient venus demander à Paul Biya, mais pourquoi vous êtes toujours là? Il faut penser à l'alternance.
il a sorti les motions de soutien, les piles de motions de soutien, pour dire ce n'est pas moi, c'est le peuple. Pour dire que la valeur symbolique en politique est assez importante. Très bien. Ça veut dire que si quelqu'un vient maintenant dire à Paul Biya que Monsieur le Président, à 92 ans, il est important de se reposer, il va vous dire les évêques étaient chez moi, les chefs traditionnels étaient chez moi, il y a même les jeunes qui ont payé ma caution, ainsi de suite. Alors, on ne va pas en vouloir à ce peuple qui estime aujourd'hui que les représentants des corps sociaux doivent faire un choix, les chefs traditionnels. Soit ils partent faire allégeance aux politiques, soit ils restent avec le peuple. Alors, puisque vous parlez du candidat Paul Biya, parlons également des autres candidats, parce que pendant que le président du comité stratégique pour la campagne de Paul Biya mène ses concertations en vue de donner plus de chance à son champion, il y a également en face les candidats de l'opposition qui s'organisent, et on parle beaucoup de coalition. Alors, Aristide Mono, très rapidement, quelle est, de votre point de vue, la chance, ou bien quelles sont les chances que ces coalitions débouchent véritablement sur un candidat consensuel? On a le groupe de Fumban, avec Tomaino Ndamjoya et certains députés ou certains autres. Vous avez également, on a entendu parler du groupe de Douala, on a également l'axe Bello Tiroma qui est en train de se mettre en place. Qu'est-ce qu'il faut en attendre? Est-ce qu'au moins cette fois-ci, on pourrait arriver à un résultat probant? Déjà, il faut relever une subtilité importante qui fait la différence entre les deux groupes. Le groupe de Fumban, c'est une initiative, en fait, des hommes politiques. Mais le groupe du Nord, si vous me permettez cette expression, le groupe du Nord répond plutôt à une pression, déjà, d'une communauté ethno-régionale qu'on appelle le Grand Nord, les nordistes, qui veulent, en fait, qui nourrissent les ambitions d'un retour effectif au pouvoir et qui voient en Issa Chiroma et Bello une opportunité et pour que cette opportunité se matérialise, il est important que les deux coalisent. Il y a également la pression des forces du changement. Après la débâcle, après la forfaiture du Conseil constitutionnel, il y a certains qui ont reporté en fait leur motivation de changement sur ce groupe qui semble assez pertinent, qui semble avoir l'étoffe nécessaire pour pouvoir égaliser le rapport de force en octobre. Est-ce que cette alliance Tiroma-Bello est possible? C'est la question d'émergence. Alors, cette alliance est possible. Déjà, pour vous dire des choses de manière simple, j'avais déjà annoncé ici que Issa Chiroma et Bello allaient démissionner du gouvernement et ils allaient... Donc, ils ne s'appartiennent plus. Il ne revient plus à Bello de décider de quoi que ce soit ou de Issa Chiroma de décider de quoi que ce soit. Il revient à leur communauté ethno-régionale de base de décider. Donc, il est clair que si entre-temps, les deux n'arrivent pas à s'entendre, forcément, l'électorat va basculer vers l'un et immédiatement l'autre va prendre un coup dans la mesure où on le traitera de grec. Donc, c'est un impératif pour leur survie politique après octobre 2025. Parce qu'il faut dire que les élections législatives et municipales sont des élections les plus difficiles dans les régions du Grand Nord. Alors si aujourd'hui Bello Bouba ne se met pas dans des prédispositions de quelqu'un qui veut porter les aspirations ethno-régionales d'abord avant d'être national, si Issa Chiroma ne se met pas dans ces prédispositions, je vous dis, ça sera difficile pour eux après 2025. Donc, la coalition du groupe du Nord me semble plus faisable, plus matérialisable et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas seulement d'une pression d'un groupe ethno-régional, il y a la pression de certaines forces du changement qui appellent même aujourd'hui les deux à s'allier pour pouvoir permettre aux acteurs, aux déchus du Conseil constitutionnel de pouvoir les rejoindre. Parce que s'ils ne se mettent pas ensemble, ça sera difficile qu'ils présentent vraiment des garanties d'un groupe qui veut vraiment... Alors, de ce point de vue, donc, pour ceux qui attendent les consignes de vote du professeur Maurice Kamto, c'est beaucoup plus cet axe-là qui devrait être ciblé plutôt que d'autres initiatives qui se mettent en place. Exactement, exactement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une subtilité à considérer et c'est celle-là qui peut donc aujourd'hui justifier le penchant que les déchus du Conseil constitutionnel ont envers
Mais quand tu déchires, ça peut donner le sentiment d'une généralisation. Beaucoup plus les gens attendent les consignes que pourrait donner Maurice Je Kamto. dis bien les déchus parce que, en fait, les sympathisants de Maurice Kamto ne sont pas forcément les militants du MRC ou du Malidem, ou alors les sympathisants même du MRC. Ok. Comme le jeune homme qui a été arrêté. Il me l'a dit après, il m'a dit qu'il n'est même pas sympathisant du MRC, il est sympathisant de Maurice Kamto, l'homme Maurice Kamto. Maintenant, parlant de Maurice Kamto, sans être leur porte-parole, je dirais tout simplement qu'il faut savoir que Maurice Kamto est dans une alliance qu'on appelle l'APC. Maurice Kamto, en l'état, n'est plus militant du MRC. Il est militant du Manidem. Donc, je crois que ceux qui attendent son mot d'ordre risquent d'être dessus. Bon, déçu entre guillemets, parce que son mot d'ordre, ma foi, s'il veut rester cohérent, doit plutôt venir du regroupement qui a porté sa candidature, qu'on appelle l'APC, qui regroupe aujourd'hui le MRC, le parti de Jean-Michel Nietzsche, le Manidem et d'autres partis. Mais je crois que si Issa Chiroma et Bello finissent par s'entendre et permettent aux uns aux autres d'avoir des garanties qu'il y aura quelque chose de nouveau après la déception, au Conseil constitutionnel, qu'il y aura quelque chose de nouveau en octobre, je vous assure, avec le poids de l'APC, ça sera beaucoup plus important, ça va peser plus que si on se retrouve dans une situation d'une alliance avec le groupe de Fumban. Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais dire un mot quand même sur le déplacement des chefs traditionnels de l'Ouest à Itoudi pour soutenir la candidature de Paul Biya. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Et c'est regrettable parce que les chefs supérieurs de l'Ouest qui sont allés soutenir la candidature du président national du RDPC se discréditent eux-mêmes et renforcent la désacralisation vis-à-vis de l'institution qu'est la chefferie traditionnelle. Le plus grave cette fois-ci, c'est qu'ils sont embarqués avec un jeune monarque sorti récemment, très récemment de l'ACAM, qui ne sait pas de quoi il s'agit, qui ne maîtrise aucun enjeu. Et qui s'est senti ainsi mis en scène dans une histoire où il ne comprend rien du tout. Et j'estime que les élites de cette communauté et les chefs qui l'ont accompagné à Itoudi pour cette manœuvre basse et qui n'honore pas la chefferie traditionnelle ont fait beaucoup de mal à ce jeune chef qui a beaucoup plus à apprendre à des conseils des aînés, de ses homologues, plutôt que de démarrer l'apprentissage par la flagornerie, par la corruption et par des actes qui n'honorent pas l'institution qu'eux ils représentent. Je tiens à le dire parce que c'est vraiment pour tous ceux qui ont pu voir cette scène-là, ça faisait mal de voir ce jeune chef qui ne sait pas de quoi il s'agit se retrouver là-bas pour quelque chose pour lequel il ne comprend rien du tout. Maintenant, pour répondre à votre question... On l'a pas encore interviewé pour savoir si... il n'est pas concerné par la paix. Il est concerné par la paix, mais il n'est pas concerné par le soutien à la candidature du président national du RDPC. Parce que la finalité, c'était ça. Ces chefs-là ont soutenu la candidature du président national du RDPC. Alors, pour revenir à la question de la coalition, c'est une affaire complexe? Oui, c'est une affaire complexe. Un nouveau serpent de mer? Non, ce n'est pas un serpent de mer. Mais elle est complexe quand même. La preuve, c'est que depuis la disqualification de la candidature de Maurice Kamto, tous les autres candidats n'ont pas pu jusqu'aujourd'hui, dans les différentes tentatives de coalition ou de regroupement, montrer leur capacité à aller au-delà de leurs égos. Il y a différents groupes. Le groupe de Fumban, il y a eu le groupe du Grand Nord, je peux l'appeler ainsi pour simplifier les termes. Et puis il y a quelques candidats solitaires qui estiment qu'ils n'ont pas besoin d'aller se rallier ou travailler avec ceux du Grand Nord, ou alors travailler avec ceux qui font cavalier seuls. Ils se reconnaissent. Ils ont déjà été aux élections présidentielles. Et ils estiment que ce sont les autres qui viennent d'arriver qui doivent aller vers eux. Je ne vais pas citer de noms, on les connaît. Mais je voudrais dire, en fait, ils sont dans l'accompagnement. Ceux-là que je ne vais pas citer sont dans l'accompagnement. Eux-mêmes se sont présentés comme des proposants et non des opposants. Ils sont 2 ou 3.
Ils sont dans l'accompagnement. Ils accompagnent qui? Ils accompagnent le président Paul Biya à l'élection présidentielle. Alors, ils l'ont dit? Ils étaient là depuis. Ils sont là depuis 2018 au moins. Ils sont là depuis 2018 au moins. Non, je les observe. Je les observe. Et c'est l'observation qui me permet de dire qu'en réalité, je n'attends pas grand-chose de ceux-là qui font cavalier. Le groupe le plus sérieux de votre point de vue, c'est lequel? Je n'attends pas grand-chose du groupe Lufumban. Le groupe le plus sérieux, c'est le groupe constitué de Issa Chiroma et Belbo Maïgaï. Et de plus en plus, il y en a qui estiment que le Maurice Kamto devrait donner des consignes en faveur justement de l'un de ces candidats-là. Et c'est pour cela que je dis que la question est complexe. La question est d'autant complexe que la démission, puis la présentation de la candidature de Issa Chiroma et de Bello Bouba rentre dans un contexte bien précis. C'est la base des deux formations politiques qui les amène à démissionner du pouvoir, qui les amène à rompre leur alliance. L'un avec Paul Biya, le FSNC, Issa Chiroma, l'autre avec le RDPC, UNDP. La plateforme a été rompue. Donc c'est la base électorale, et même la base sociologique qui leur demande de quitter le RDPC. Et depuis quelque temps, vous allez constater qu'il y a beaucoup de démissions dans cette partie du pays, dans ces différentes formations politiques. Et tout cela rentre dans une dynamique qui montre bien que le Grand Nord, aujourd'hui, a envie de jouer un rôle majeur dans cette élection présidentielle, portée par leur base politique respective, leur base sociologique également. Et ils estiment, je suis d'accord avec Aristide Mono là-dessus, que l'opportunité est grande pour un candidat du Grand Nord d'avoir la possibilité même de gagner cette élection. Alors, très bien, mais malheureusement sur la question de la consigne de vote que pourrait donner Maurice Kamto, vous avez semblé parler comme Aristide. Vous appelez ça quoi, le macabo quoi? Le macabo fantôme. Le macabo fantôme. Donc ça veut dire, dès qu'on te l'offre, oui. En tout cas, tu vas perdre un de tes parents. Tu ne manges pas, ton père meurt. Tu manges, ton père meurt, tu ne manges pas, ta mère meurt. Et vous dites que c'est dans cette situation que se trouve Maurice Kamto aujourd'hui? Oui, bon, ça c'est en interne parce que sa base est quand même divisée sur la question. Donc, prendre le risque de soutenir un candidat, c'est un peu compliqué parce qu'il y a certains qui sont déjà prononcés. Ils estiment que lorsque Maurice Kamto a ses problèmes, on ne voit personne. Il y a d'autres qui estiment qu'il reste quand même. Il y a un qui m'a fait une observation qui imaginait toutes les conférences de presse de Bello Bouba sont couvertes par la CRTV. C'est un problème pour lui. Alors, on sort par le dernier sujet rapidement, messieurs. Je vous invite à être très précis et concis. On sort par le dernier sujet de mon camarade, je vous donne la parole en premier. C'est en rapport avec cette lettre que Emmanuel Macron vient d'envoyer au président Paul Biya. Une lettre dans laquelle il confesse les péchés de la France, pour reprendre la nouvelle expression. Le président français vient enfin de reconnaître les massacres des indépendantistes par l'armée française au Cameroun lors de la lutte des nationalistes de l'UPC pour la libération du pays. Une guerre sans merci qui a duré de 1945 à 1971. Mais je voudrais peut-être, avant qu'on donne la parole aux autres, vous demandez à Edmond Kambia de nous retracer très rapidement. Il faut quand même se souvenir que cette affaire aujourd'hui a été lancée, ou bien a été initiée, ou bien à l'origine, il y a, il me semble, une question du journaliste de la Nouvelle Expression, Séverin Touque, au Palais de l'Unité, pendant la visite d'Emmanuel Macron. Une question que le journaliste avait posée au président de la République. Je me souviens, je crois que j'ai retrouvé cette question. Séverin Touque demandait, bon, quand je dis le journaliste, c'est parce que je suppose bien évidemment, en conférence de presse, c'est les journalistes qui posent des questions. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas revenir sur les débats sur la qualité du journaliste. Alors, il disait, Monsieur le Président, 50 ans après les indépendances, il demeure un conflit latent, historique, sur la période d'administration du Cameroun par la France. Le moment n'est-il pas venu d'adresser cette question en déclassifiant les documents irrelatifs? Le Cameroun peut-il s'attendre à une démarche de votre part similaire à celle que vous avez effectuée en Algérie? Je crois que ça, c'est le point de départ de cette affaire. Et aujourd'hui, les suites, il faut quand même se souvenir que c'est là que c'était parti. Oui, je voudrais rappeler le contexte dans lequel la conférence de presse s'était déroulée. C'était lors de la visite d'État du président François Hollande au Cameroun, le 3 juillet 2015.
Et le cabinet civil à l'époque